Terrible, le corps de Novak Djokovic a finalement lâché en demi-finale face à Alexander Zverev. C'était cette nuit, un abandon frustrant qui fait mal à voir forcément pour Novak Djokovic et dont on va parler en détail dans cette vidéo. Sinner de son côté qui a détruit Shelton en gérant comme le patron qu'il est tous les moments clés de la rencontre avec des crampes à la fin. Attention, on va en reparler d'ailleurs dans cette vidéo. Donc Zverev, Sinner, ce sera la finale de l'Open d'Australie 2025. Ce sera dimanche matin, heure française. On a un programme particulièrement chargé aujourd'hui. On va commencer par un grand angle sur Novak Djokovic. Mais avant ça, n'hésitez pas à envoyer votre plus beau pouce et un petit mot du sponsor de cette vidéo. La vidéo du jour est sponsorisée par CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le VPN le plus recommandé sur le marché et il a une note presque parfaite sur Trustpilot. Plus de 20 000 personnes l'ont noté excellent et je l'utilise moi-même au quotidien. Un VPN, c'est essentiel pour protéger votre vie privée numérique. Si vous croyez que le mode incognito ça suffit, ah non, votre navigation continue à filtrer. C'est juste une fausse impression de sécurité. Votre fournisseur d'accès à Internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile et même les sites web que vous visitez savent exactement qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Pour mettre un terme à cette invasion de la vie privée, vous avez besoin de CyberGhost VPN. L'activation est hyper simple. On allume CyberGhost VPN avant de naviguer, hop, le petit clic, il crypte et redirige 100% de votre trafic via des serveurs sécurisés dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous vos besoins. D'ailleurs, en changeant de localisation avec CyberGhost, vous pouvez également débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming différentes. Là, on parle de Netflix, Amazon Prime et bien d'autres encore. L'appli est disponible sur tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Vous pouvez donc faire croquer votre abonnement à vos amis et à votre famille. Et très important, CyberGhost VPN ne conserve absolument pas vos données. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% et vous obtenez également 4 mois offerts. Et comme ils ont une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout est sans risque pour vous. N'hésitez plus, téléchargez CyberGhost VPN dès aujourd'hui pour protéger votre vie privée numérique et aussi, en souscrivant à CyberGhost VPN, vous soutenez activement Service Vaut. Allez, retour à la vidéo et on va aborder le sujet Novak Djokovic. C'est pour ça que vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo. Donc on va revenir sur ce tournoi, on va revenir aussi sur la blessure de Novak Djokovic et on va essayer de dézoomer par rapport à ce qu'on a vu là ce matin. On n'est pas chaud tout à fait, là ça fait quelques heures déjà que ce match est terminé. Alors ce qu'on peut dire sur Novak, et c'est mon ressenti principal, c'est à quel point il s'est replacé tennistiquement sur la carte. Si l'envie et le feu sont là, en plus évidemment du physique, eh bien Novak reste Novak, hein. Il a encore prouvé contre Carlos Alcaraz. Sur les dernières journées écoulées, Novak qui a été au cœur d'un drama, est-il blessé, n'est-il pas blessé? Bon, la réponse elle est claire, Novak a été bien sûr touché, mais on a quand même chez lui ce génie du doute qui a été instrumentalisé depuis le début de sa carrière et qui fait que on n'était pas sûr, Zverev n'était pas sûr, on l'a vu aussi lors de la rencontre. Les fans n'étaient pas sûrs, les observateurs n'étaient pas sûrs. Est-ce que Novak Djokovic a vraiment quelque chose? Et ce génie du doute, je trouve que ça fait partie de sa légende, ça fait partie de son héritage également, ça fait partie de la conversation autour de ce joueur. D'habitude, quand tu es diminué, tu as deux stratégies principales. La première, elle consiste à cacher le fait que soit tu as des crampes, soit tu es blessé, pour pas que ton adversaire se rende compte qu'il est en train d'affronter un adversaire diminué. Ou alors, et ça c'est plus rare comme stratégie, tu décides de montrer, d'amplifier toutes les douleurs, de les montrer, de les théâtraliser et de voir un peu ce que ça peut faire comme effet par rapport aux joueurs que tu affrontes en face. Et d'ailleurs, il s'en est pas caché Novak Djokovic. Il l'a réalisé contre Alcaraz, il a vu très bien que le jeune espagnol était perturbé, touché par ses grimaces, et Alcaraz de son côté a aussi dit « Bah ouais, j'ai un peu couiné sur le début du deuxième parce que je voyais qu'il était diminué, je savais pas trop quoi faire avec mon tennis ». Donc ça a clairement fait partie de l'histoire de ce quart de finale entre Djokovic et Alcaraz, même si, et je trouve aussi que ça a été sous-estimé par beaucoup de commentateurs, d'observateurs tennis, c'est une victoire avant tout tennistique, tactique et stratégique. Une victoire donc mentale et tennistique pour Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz. On peut pas décorréler les deux. C'est pas juste du chiquet, c'est pas juste, en plus ça l'était pas, c'est pas juste une victoire tennistique, c'était l'ensemble des choses mises en place par Novak lors de cette partie qui a fait mouche. Donc c'est un tournoi qui se termine en queue de poisson, c'est dommage pour l'intérêt de la demi-finale, parce que là franchement chez les hommes, la deuxième semaine, c'est moyen quand, c'est moyen de chez moyen. Mais quand même je trouve une victoire symbolique pour lui, vu ce qu'il a montré contre Lehečka, contre Marac, quand il a le feu intérieur, c'est toujours Novak quoi, c'est toujours Novak. Et il n'a pas été battu à la régulière, ça il faut insister là-dessus, il a même pas été battu en étant blessé contre Carlos Alcaraz, qui est quand même, soi-disant, le génie absolu de la nouvelle génération, qui est censé quand même pouvoir battre un joueur de quasiment 38 ans sur une jambe. Eh bien non,
il a réussi à le battre à ce moment-là en quart de finale en jouant un tennis absolument spectaculaire. Et évidemment, quand tu es blessé, tu es blessé. On l'a vu en demi-finale, malheureusement, après la perte du premier set au tie-break, il a lâché l'affaire, mais franchement, Zverev, il était content, je pense. Il était soulagé que ça s'arrête là parce que il a cravaché face à un adversaire qui est bien plus âgé que lui, qui jouait manifestement sur une seule guibole. Ça aussi, ça montre à quel point Novak, il a toujours un immeuble dans la tête de 99,9% du circuit. Mais Carlitos, lui, il s'est fait avoir comme une bleusaille, et il devait, j'insiste, et encore plus avec le scénario de ce quart de finale, il devait s'imposer lors de cette partie, il devait trouver une nouvelle stratégie à partir du deuxième set, du troisième set et du quatrième set. Ça n'a pas été le cas. On peut se demander aussi ce qu'a fait Juan Carlos Ferrero lors de cette rencontre, parce que le coaching désormais est tout à fait autorisé. On peut en plus se rapprocher de ses coachs et élaborer des stratégies en temps réel, donc c'est une vraie déception pour Carlitos. Mais du coup, Djokovic va quitter ce tournoi avec un petit goût doux amer dans la bouche. Certes, il s'est replacé sur la carte du tennis, certes, il a montré que tennistiquement, il était encore l'un des tout meilleurs joueurs du monde, au niveau mental, au niveau de la gestion du metagame, mais il y a quand même un grand mais, et on se posait la question d'ailleurs en preview, vous pouvez revoir la vidéo si ça vous chante, mais on a un enchaînement préoccupant en Grand Chelem, là, c'est 4-5 derniers Grand Chelem, physiquement, pas prêt à l'Open d'Australie l'année dernière. On s'en était rendu compte en demi-finale contre Yannick Sinner, c'était une version vraiment mouif de Novak Djokovic au niveau physique. À Roland-Garros, il se blesse sur l'enchaînement Musetti-Cerundolo. Donc là, on a déjà 2 grands chelems où tu as une petite inquiétude. Il arrive à Wimbledon, il est en rémission, il se remet progressivement de cette blessure au genou. Il est un peu court en finale contre Carlos Alcaraz, mais il arrive quand même en finale, ce qui est assez exceptionnel. Et puis à l'US Open, il est très peu concerné par ce tournoi, vu qu'il vient de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques et qu'il n'arrive pas mentalement à faire l'enchaînement, il n'est pas prêt non plus physiquement. Et là, on se retrouve à l'Open d'Australie en 2025, où il se blesse, où le corps lâche. Donc à titre personnel, je n'ai aucun doute, Novak Djokovic a encore dans la raquette un 25e Grand Chelem. Tennistiquement, j'en suis absolument convaincu. La question, c'est le corps. La question, c'est les efforts traumatisants, les replacements, les changements d'appui, les glissades, les appuis ouverts, et on repart avec la jambe opposée. Bah oui, c'est extrêmement contraignant au niveau physique, sur les adducteurs, sur les articulations, au niveau de l'aine. On l'a vu, la cuisse gauche entièrement bandée lors de cette demi-finale contre Zverev, et ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que il arrive au sommet de son art, au sommet de sa forme à Wimbledon là, cette année. J'ai quand même un peu du doute sur Roland Garros, réussir à enchaîner 7 matchs en best of 5 sur terre battue à son âge. Je suis un peu réservé sur ses chances, on verra comment il arrive bien sûr sur le tournoi parisien, mais je pense que c'est Wimbledon, sa meilleure chance en Grand Chelem cette saison, mais c'est dans très longtemps, c'est ça aussi, il va falloir rester mentalement focus, c'est dans 5-6 mois, c'est quand même pas tout de suite quoi, donc là il va falloir déjà récupérer de cette blessure, mais ce qu'on peut également souligner, c'est à quel point ce gars c'est un agitateur unique sur le circuit, c'est une personnalité unique, à quel point il est clivant, polarisant. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ses actions, son comportement sur le court, sa manière d'aller chercher certains fans. Un champion de ce niveau-là n'a peut-être jamais autant polarisé, en plus à l'ère des réseaux sociaux. Donc ce qui est certain, c'est que quand Novak va arrêter, ça va faire un vide immense dans le monde du tennis. Donc j'ai une question pour vous, pour terminer ce segment. Est-ce que vous croyez, comme moi, que Novak, quand même, tennistiquement, il a les ressources, il a le talent encore pour remporter un 25e Grand Chelem? Est-ce que vous êtes sceptique sur l'enchaînement physique? Ça, c'est clairement la donnée principale. On a fait l'analyse macro, on va faire l'analyse micro sur ce premier set, le seul set disputé entre Alexander Zverev et Novak Djokovic. Je voulais insister sur la perf de Novak, comment il s'est comporté et comment s'est comporté le Z aussi en amont de cette finale de l'Open d'Australie. Et on a vu un Zverev très patient à l'échange. Alors ici c'est un contre-exemple parce qu'il va attaquer immédiatement 1+1 au retour. Novak Djokovic sur une jambe dès le premier jeu qui va nous rassurer, c'est assez étrange mais ici une course absolument terrifiante, ici là paf il va trouver derrière le petit contre, là il est tellement fort sur ce petit jeu là, Zverev qui va réussir à obtenir la balle, qui va la remettre là et c'est le point remporté par Djokovic et à ce moment là on se dit bon Novak, ça va en fait. Quelques instants plus tard, l'Allemand qui se procure 4 balles de break sur l'engagement de Djokovic qui ne trouve aucune première balle, c'est un massacre. Alors ça peut aussi peut-être s'expliquer par l'impulsion, il a du mal à trouver cette impulsion au niveau de ses jambes. Et je vous en avais parlé lors de la preview sur les points importants, sur les moments chauds, Novak qui va aller tester immédiatement le coup droit de Zverev qui a beaucoup donné sur les moments chauds justement. Ce qu'on avait également annoncé en preview, c'est à quel point le Serbe allait surutiliser le slice ici, 4
dans cet échange pour faire baisser Alexander Zverev, pour extraire les fautes directes. Ça a très bien fonctionné. Ici par exemple, dans cette séquence, avec une faute directe en largeur, si ma mémoire est bonne. La petite statistique pour vous, en bas à droite de l'écran, vous le voyez sur l'ensemble du tournoi, Novak Djokovic en revers qui frappait 15% du temps. En slice, là on a une augmentation significative, c'était un coup sur 4. Donc stratégiquement, il y avait une vraie volonté de faire baisser Sacha Zverev, de le faire travailler extrêmement bas, mais aussi il était conquérant, il n'a pas joué au hasard, il n'a pas joué au pif, il a essayé vraiment de s'accrocher au maximum. Également annoncé dans la preview, le grand intérêt d'Alexander Zverev sur ce match, c'était d'écarteler au maximum Novak Djokovic, le tester dans cette zone avec des revers longs lignes pour ouvrir le champ des possibles. Ici, une course défensive de Novak et derrière, on vient l'assassiner de l'autre côté. C'était la strat que je trouve Alcaraz a manqué en quart de finale et le Z a su bien l'exploiter sur les moments chauds. Zverev sauve 3 balles de break sur la palette précédente. On avance, nous sommes dans le 9e jeu de ce premier set. Balle de break pour Zverev à son tour. Et ici, dans cette position, qu'est-ce qu'il est passif. Mon Dieu, il n'y a rien qui sort de sa raquette. Il attend juste que Djokovic le punisse. On retrouve le Z qu'on connaît. Et même si je vous ai expliqué à quel point Djokovic a trouvé des solutions, a appliqué, je trouve, un game plan plutôt cohérent, il a quand même beaucoup trop joué avec sa blessure en tête. Il y a pas mal de coups qui sont sortis de sa raquette où on se disait il aurait pas joué comme ça si tout allait bien au niveau physique. J'ai même trouvé parfois qu'il y avait une certaine forme de refus de jeu. Ici, il va envoyer une amortie, il sait tout de suite qu'elle est dégueulasse, que c'est pas dans le sens du jeu. Autant il avait été très juste contre Carlos Alcaraz, là, avec 2 jours de plus dans les guibolles, sans s'entraîner, on sent que ça a manqué de ressort quand même cette histoire. On avance, nous sommes dans le tie-break de cette première manche. Alexander Zverev qui va seulement concéder 7 points derrière sa mise en jeu sur l'ensemble du premier set. Bon, ça aurait pu suffire pour se faire breaker, mais quelle qualité de service, hein. Il est à 76% de première et le match qui va se terminer d'une façon extrêmement décevante avec une volée haute, mais super simple pour un joueur du standard, du calibre de Novak Djokovic qui va caviarder dans le filet et quelques instants plus tard, il va décider aux grandes dames du public d'abandonner. Un mot d'ailleurs sur la réaction du public, alors c'est pas forcément un coup de gueule, mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense que voilà, ce sont des enfants gâtés, ce sont des débiles, les personnes qui ont sifflé, qui ont hué Novak Djokovic, qui quittent le court. Vous croyez vraiment que Novak, ça lui faisait plaisir d'abandonner à ce moment-là? Non, il a tout donné, il s'est pas entraîné, il était manifestement blessé, il a pas pu enchaîner. Là on va voir combien de temps ça va lui prendre pour repartir, mais d'avoir, alors c'était pas tout le public, hein, mais c'était peut-être, je sais pas, 200, 300 personnes qui se mettent à huer, mais arrêtez ça en fait. Ok, vous avez payé très cher votre billet, vous êtes un peu frustré, mais je trouve que c'est tout simplement une attitude qui est minable. Alors attention, qu'on aime ou pas Novak Djokovic, qu'on se dise oui, c'est un mec ultra conflictuel, donc on a le droit à lui rendre l'appareil. Non, on fera pas un homme blessé, on fera pas un homme à terre là qui sort du court extrêmement déçu. Tout ce qu'il a donné aussi au tournoi, les aléas de sa vie qui sont très connectés à cet Open d'Australie et on peut penser particulièrement à l'édition 2022. Donc on a parfois la dent dure avec le public français, on se dit oui, ce sont des techniques, oui, les gens connaissent pas bien le sport, ils ont pas de respect pour les légendes du jeu. Bah rassurez-vous, c'est partout pareil. L'autre demi-finale opposait Yannick Sinner à Ben Shelton et il y a eu du grabuge dans l'air. Ça a été un match assez intéressant, surtout le premier set. Benny qui passe à côté de ses pompes, il a manqué une occasion extraordinaire d'aller prendre au moins un set contre Yannick Sinner. Et regardez ici, j'adore ce slice de Ben Shelton, mi-court comme ça, et en mode bah vas-y, fais quelque chose avec cette espèce de bouse. Sinner qui va trouver une accélération là, hop, et qui va se faire punir. Break immédiat pour le musculeux jeune espoir américain qui va se faire débreaker dans la foulée avec Sinner qui stabilise de manière remarquable au retour de service, qui a puni les deuxièmes balles de Shelton qui a 46% simplement, et quand il a mis l'américain sur le reculoir et particulièrement en revers, il a extrait un max de fautes, mais aussi sur le coup droit, on va le voir. Avant les critiques, avant les griefs, quand même de très belles choses du côté de Ben Shelton. Quel petit joueur c'est celui-là, avec de la rupture, avec des chip and charge, avec des slices, avec des amorties aussi délicieuses dans cette position qui va clouer, qui va mettre sur les genoux le patron italien. On avance dans le set, nous sommes à 5 partout, et Ben Shelton qui va réaliser le break avec un Sinner, je trouve, pas forcément super bien réveillé, c'est un niveau mouif. Un niveau moyen, son fameux niveau moyen qu'il déploie sur cette première manche, et avec la force dans le bassin, dans le bras de Shelton qui 3 fois consécutivement va trouver ce contre
en coup droit, plein fer dans la diago. Ça, c'est un coup essentiel pour Shelton pour rivaliser, alors qu'il est à 3 mètres de la ligne de fond. Et alors que Benny se procure 2 balles de 7, alors qu'il tient Yannick Sinner dans sa mimine, l'Italien qui va être prodigieux dans sa stabilisation ici, service externe, pas forcément frappé à plat. On va avoir un énorme retour de Sinner avec l'appui de la main gauche et derrière une sublime course pour aller tanker ça et la renvoyer et stabiliser l'échange. Et une fois que l'échange était stabilisé, les chances étaient beaucoup plus en faveur de Sinner pour remporter le point. Mais plus que la palette précédente, je crois que c'est ici que Ben Shelton perd le premier set et même perd en fait quasiment tout le match avec un +1 qui est pas dans une zone très délicate. Et on voit Benny qui va envoyer un coup droit, une saucisse, une marmite. Ça, c'est le coup qui fait tâche, et il y a eu aussi beaucoup de scories côté coup droit sur la fin de ce premier set. Et ça, toutes ces fautes, eh bien, c'est le thème de cette fin de manche. Dans le tie-break, Benny qui va donner un maximum de coups droits, qui va offrir sur un plateau le tie-break de la première manche à Yannick Sinner, parce que aussi, mentalement, il n'y a pas la compacité nécessaire pour rester dense, rester au contact dans ce tie-break. Surtout après avoir eu 2 balles de 7, on bascule sur le début de la deuxième manche et en fait là l'Américain il perd le match sur ses 15-20 minutes avec un Sinner qui sent l'odeur du sang et qui va sortir la barbelade. Ici, il est complètement pris à contre-yep, il va réussir à se ressaisir, à repartir là, à faire une défense magnifique, hop, ploc, sur la ligne. Une sublime barbelade de la part de l'Italien qui nous rappelle le grand Novak Djokovic, parfois dans sa capacité à bien se défendre, à s'étirer, à frustrer son adversaire, à trouver de la longueur, à avoir un tennis télescopique, et notamment ici, dans cette position. Donc c'est pas que de la défense, hein. Attention, Sinner, très loin de ça. Avec une accélération foudroyante, une merguez flambée droit devant. Donc on résume, un premier set très moyen qu'il a remporté avec son niveau moyen. Ensuite 7-2, 7-3, gestion parfaite des momentum, gestion tout à fait paranormale des points importants. Mais attention, attention, on a vu sur la fin des petites crampouilles qui arrivaient et il l'a concédé beaucoup de tension. Et attention parce que dimanche, il sera favori contre Zverev pour remporter ce 2e Open d'Australie consécutif, son 3e Grand Chelem. Et ça peut être effectivement un facteur à prendre. Capri, c'est fini. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Donc vous avez ma grosse tête qui est en train de vous cacher le fait que c'est la finale, c'est Yannick Sinner contre Alexander Zverev. C'est cool d'ailleurs d'avoir été TDS 1 et TDS 2 parce qu'on rappelle, Zverev, il a battu Pouille, Martinez, Fernley, Humbert, Paul et un Djokovic blessé. Et Sinner, il a battu Jarry au premier tour, pas simple. Schoolkate, Giron, Rune, De Minaur et Shelton. Donc bref, les deux sont en train de faire un petit 250. C'est Delray Beach l'histoire. Là, on se retrouve dimanche juste après la finale pour la débriefer. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez du kangourou. N'oublie pas, mon trash à gauche, de jeter un coup d'œil à l'offre exceptionnelle de CyberGhost VPN dans la description. Tu as 83% de réduction, 4 mois offerts également. Avec ça, tu protèges ta vie privée numérique, tu débloques des contenus exclusifs sur les plateformes de streaming et tu as aussi 45 jours pour te rétracter. Donc c'est tout bénef.